Bien, bonjour, je suis désolé d'avoir perturbé le calendrier en manquant un cours au mois de janvier, ce qui a décalé nos cours, et je pense que beaucoup de gens pensaient que ça finissait à la fin mars, comme c'était indiqué sur le calendrier. Mais de toute façon, ce dernier cours est un cours de conclusion que nous allons faire à propos des 12 cours précédents qui nous ont vu travailler sur le Senjusho, donc cet ouvrage du XIIIe siècle, qui est somme toute assez méconnu des spécialistes. Je vous donne ici les principales éditions sur lesquelles j'ai travaillé pour ceux que ça intéresse, les éditions japonaises, n'est-ce pas? Et évidemment, l'ordre de ces cours, c'est la 5e année cette année, n'est-ce pas, depuis la fondation de cette chaire sur la philologie de la civilisation japonaise. Ils ne sont pas, l'ordre des cours n'est pas ouvertement chronologique, mais c'est quand même un ordre sous-entendu. Et vous verrez que le dernier cours, la dernière année, dans quelques années d'ici, ce sera en 2020, portera sur l'époque moderne. Donc nous sommes quand même dans une vision historique des choses, même si elle n'est pas évidente à première vue, puisque c'est en quelque sorte une série de cours qui mettront en évidence la situation langagière du Japon au XXe siècle et au début même du XXIe. Vous vous souvenez, la première année avait été consacrée à un recueil poétique du XIVe siècle, avec un poète, c'était une série de 100 poèmes sur le Sutra du Lotus fait par Son En, et cette série était peut-être la dernière étape significative, à mon sens, de l'histoire des poèmes japonais à thème bouddhique, des Shakkyoka. Et l'année suivante, nous avions en quelque sorte refait la préhistoire de ce genre en examinant la double série des poèmes sur les dieux et des poèmes sur la doctrine bouddhique, les Jingika et les Shakkyoka, dans les anthologies impériales qui allaient du début du Xe siècle, n'est-ce pas, du Xe siècle, oui, de 905 avec le Kokinshu, jusqu'au tout début du XIIIe siècle avec le Shinkokinshu. Et après cela, nous sommes remontés au IXe siècle avec un opuscule qui, malgré sa brièveté, eut un rôle décisif dans ce que je pourrais l'appeler une sorte de prise de conscience de la situation de la langue japonaise dans le monde extrême-oriental et indien, avec la lecture du Shoji Jisogi de Kukai, n'est-ce pas, donc un texte qui est datable du premier tiers du IXe siècle, et qui ne concernait pas à proprement parler la langue japonaise, puisque Kukai n'a jamais écrit qu'en chinois et semblait ignorer qu'il existait une langue japonaise, mais les commentaires qui ont été faits de ce texte par les commentateurs japonais, spécialement de la fin de l'époque de Heian et du début de l'époque de Kamakura, ont fait le lien entre les idées de Kukai et la langue japonaise. C'était donc quelque chose de très important dans l'histoire des fondements théoriques de la définition de la langue japonaise dans son rapport avec les langues chinoises et ce que j'appellerais indienne, la langue brahmique, n'est-ce pas, qui est le sanskrit. Et la quatrième étape, donc, qui était celle de l'an dernier, et vous verrez que c'est important pour celle de cette année, nous ramena au début de l'époque de Heian, enfin plutôt au début de l'apogée de l'époque de Heian, avec un recueil du XIe siècle, n'est-ce pas, le Wakan Ishu, les recueils des poèmes japonais et chinois dignes d'être récités ou psalmodiés, qui est compilé aux environs de 1030 par le lettré Fujiwara no Kinto, donc un nom qui vous est familier à présent. Cet ouvrage, je le répète, qui fut l'un des plus lus et des plus étudiés dans l'histoire de la culture japonaise dès sa parution et jusqu'à l'époque moderne. J'ai fait allusion à un politicien moderne
un japonais récent qui en a fait, à son tour une anthologie, n'est-ce pas, une anthologie d'anthologie qui a eu quelques succès de librairie. Donc, était considéré avant tout comme une sorte de compendium pratique de ce qu'il fallait connaître de la poésie chinoise, sino-japonaise et japonaise. Et il nous est apparu dans la suite de ce cours plutôt comme une réponse au dilemme linguistique des premiers siècles de la littérature japonaise, une réponse qui n'était aucunement tranchée. Il ne s'agissait pas de choisir entre le chinois classique et le japonais pour l'expression poétique, mais de montrer par l'exemple que la poésie japonaise était non seulement digne de figurer aux côtés de la poésie d'expression chinoise, mais qu'elle constituait aussi la synthèse et le dépassement des deux premiers genres, le poème chinois à proprement parler, œuvre d'auteur du continent, d'une part, et le poème sino-japonais, œuvre d'auteur japonais, émule des grands modèles chinois, qui rédigeait dans un chinois classique impeccable, obéissant scrupuleusement aux règles de la langue et de la prosodie chinoise, qui écrivait donc des poèmes dont la réalisation orale en langue japonaise effaçait toute trace de leur structure écrite. Donc, d'autre part, ces deux courants trouvaient leur synthèse et leur dépassement dans la troisième partie des trois étages que donnait le Wakan Loeishu, la troisième partie qui était celle des waka japonais, qui apportait dans chacune des quelques 130 rubriques que compte le recueil le point poétique culminant. On remarquera aussi que, naturellement, pour ainsi dire, dans ce recueil du Wakan Loeishu, l'agencement des trois catégories de poèmes était grosso modo chronologique, par force, je dirais. Les poèmes chinois étant pour l'essentiel ceux de Po Chuyi, Hakkyōi, et donc antérieurs au milieu du IXe siècle, puisque Po Chuyi est mort autour de 848, et les poèmes sino-japonais s'échelant du IXe au Xe siècle essentiellement, et les poèmes japonais étant le plus souvent du Xe siècle. La raison qui nous avait mené au choix du texte de cette année, le Senjusho, relevait directement de notre thème primordial, de notre enquête langagière générale. Et nous étions même partis d'un point très précis, puisqu'il s'agissait de l'épisode très connu qui est dans le livre 5 et c'est le 15e épisode du livre 5, n'est-ce pas, du Senjusho, dans lequel le protagoniste, Saigyo, se livre à la fabrication d'un homme à partir de morceaux de cadavres. Il échoue, mais apprend ensuite d'un courtisan occultiste les secrets indispensables à la réussite de l'opération. Vous vous souvenez de cet épisode que nous avons vu tout au début. Et dans les recettes qui sont échangées entre Saigyo et le courtisan, figure un certain nombre d'ingrédients que l'on a beaucoup commentés du point de vue manifeste de la pharmacopée sino-japonaise. Nous avons pu démontrer que cette liste est en réalité une série de jeux de mots qui signifient simplement que l'homme artificiel a été créé à partir de paroles. Bien que cette explication évidente n'ait pas été perçue des commentateurs, elle nous est apparue impossible à ignorer et elle nous a conduit en conséquence à approfondir notre enquête sur un texte qui semblait faire si grand cas du pouvoir de la langue. Je vous rappelle quelques-uns des jeux de mots, n'est-ce pas? Hiso, qui veut dire à la fois arsenic et que l'on peut comprendre comme la peau. En réalité, il met de la peau sur le corps et ne le badigeonne pas d'arsenic comme on le croyait à première vue. De même, sur la tête, il met des mukuge, n'est-ce pas? Une espèce de plante, de fleurs, donc d'essence de cette fleur, mais en réalité, mukuge veut dire la chevelure, donc il met des cheveux sur la tête. C'est une série de jeux de mots qui est tout à fait conforme à la pratique poétique, et c'est en tant que poète donc que Saigyo a fait son homme artificiel. Donc, à cette raison principale, cette espèce de point de contact que nous avions cru trouver dans le Senjusho, s'en ajoutait une autre, à première vue, anecdotique, mais la suite de notre enquête a montré qu'elle était loin d'être mineure. En effet, le courtisan expert en sciences obscures qui avait réussi son opération de lever des morts, n'est-ce pas,
se réclamait de l'école de Kinto, justement, Shijo no Dainagon no Ryu, donc du compilateur même de celui qui a fait le Wakan no Eishu. Nous découvrions ainsi que l'anthologiste et critique poétique que fut Kinto a également été associé à la transmission de pratiques que l'on peut au mieux qualifier de marginales, voire d'occultistes. Cela a sans doute un rapport avec la place relativement importante que tient l'alchimie et le taoïsme dans les extraits chinois et japonais du Wakan no Eishu. Mais nous n'avons rien trouvé par ailleurs qui confirme cette remarque faite en passant dans l'anecdote du Senjusho. Vous vous souvenez, nous avons vu une anecdote où il est question de ressusciter un cadavre, de ressusciter une personne morte récemment, mais la résurrection se fait, je dirais, plus dans les normes du bouddhisme, puisque c'est avec la récitation d'Arani. En revanche, donc, si nous n'avons rien trouvé de ce côté-là, du côté occultiste du rapport avec de la puissance occulte, à franchement parler de la langue japonaise, mais vous allez voir que nous en avons trouvé d'autres applications en quelque sorte. Notre lecture nous a permis de découvrir l'étendue de la présence de Kinto dans le Senjusho. Alors, l'intitulé assez étrange du livre qui nous a occupé cette année pourrait se traduire en français par les extraits d'un florilège. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cette locution, qui apparaît redondante, doit être expliquée, nous le verrons tout à l'heure. Le Senjusho est considéré par l'histoire japonaise moderne comme un Setsubashu. Nous avons insisté là-dessus, n'est-ce pas? Le terme de Setsuba, que l'on traduit le plus souvent par histoire édifiante ou conte bouddhique, est moderne dans cette acception. C'est un terme de la langue de l'histoire littéraire moderne. Mais elle est utilisée au moins depuis la dynastie des Tang en Chine pour désigner toute forme de narration en langue vulgaire. Et d'ailleurs, si vous regardez encore même les romans coréens du XVIIe siècle, donc Setsuwa se lit en chinois Shuohua. Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est le terme moderne pour dire simplement la parole, n'est-ce pas? Et les romans coréens du XVIIe, XVIIIe siècle, comme par exemple le fameux Pak Si-jeon, n'est-ce pas, l'histoire de la dame Pak, commence en coréen, alors que c'est écrit en coréen et pas en chinois classique, qui était utilisé en Corée comme au Japon, n'est-ce pas? Vous avez des contes et romans en chinois classique, mais là, ce n'est pas le cas, c'est bien en chinois, en coréen presque moderne. Ça commence par la locution chinoise, enfin, prononcée la coréenne, Hwa Sol, n'est-ce pas? C'est-à-dire Wa Setsu, c'est un verset de Setsuwa qui correspond exactement à ce qu'on dirait au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Or dit le conte, ainsi dit le conte. C'est vraiment donc on voit bien que la formule Wa Setsu qui commence les romans est simplement la mise en proposition grammaticale, n'est-ce pas? Sujet plus verbe de la même expression Setsuwa qui est un composé déterminé, c'est-à-dire les propos qui sont racontés, eh bien c'est la même chose. Donc ça indique simplement toute performance, comme on dit maintenant, toute performance orale. Et c'est au Japon que s'est accentuée donc toute performance orale indépendamment du bouddhisme. Ce qui était important, c'était que c'était une narration en langue vulgaire, en langue qui n'était pas en chinois classique. Ce qui est valable en Chine, bien sûr, aussi, puisque à l'époque des Ming, et même encore un peu plus anciens, nous avons des textes rédigés en langue non classique, en baïhua. Au Japon, il est évident que le caractère bouddhique des Setsuwa s'est accentué. C'est presque synonyme, d'ailleurs on l'a très bien traduit par conte bouddhique, n'est-ce pas, ou histoire édifiante, bien que l'on dise que les Setsuwa peuvent être aussi shinto que bouddhiques, la plupart des recueils sont de contenu bouddhique. Et évidemment, il est évident qu'à l'époque médiévale qui nous intéresse, le shinto est bouddhisé.
On a souvent rapproché les Setsuwa des exemples médiévaux, n'est-ce pas, les exemples, et ce rapprochement est tout à fait justifié si l'on tient compte du fait que les Setsuwa fournissaient souvent la matière des sermons bouddhiques, de même que les exemples étaient des sortes de petites encyclopédies pour donner aux prédicateurs des idées pour des narrations qui puissent intéresser leurs zuwai. Les Setsuwa étaient utilisés exactement de la même façon. Le Senjusho présente cependant quelques caractéristiques qui le mettent à part des autres grands recueils de Setsuwa. Cela est évident si on le compare aux deux ouvrages avec lesquels il est souvent mis en parallèle. Tout d'abord, son prédécesseur immédiat, qui est le Kankyo no Tomo. Je ne vous donne pas les caractères, nous l'avons déjà vu littéralement, que l'on peut traduire par les compagnons ou le compagnon, ou même le vademecum de la vie solitaire, qui est un recueil en 2 livres qui contient 32 épisodes sur la vie érémitique bouddhique. Il est daté de 1222, c'est l'œuvre d'un moine du Tendai, du nom de Keisei, je rappelle tout ça, qui aurait réalisé cette compilation à l'intention de sa sœur cadette, dame de compagnie d'une noble dame de la cour, afin de l'engager à entrer dans la vie religieuse. Ce texte a la particularité de consacrer le premier livre à des protagonistes masculins et le second à des personnages féminins. Vous vous souvenez que dans notre dernier cours, le 12e de la semaine dernière, nous avons parlé du retour du féminin, en quelque sorte, puisque il est vrai que la fin du Senjusho contient un peu plus, disons, de textes, de narration, où les personnages sont des femmes. On en a dès le début, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a si on faisait des statistiques, il y a un petit accroissement de l'apparition des femmes, et on peut se demander si ce n'est pas sous l'influence du Kankyo no Tomo, qui lui est divisé en 2 livres, alors que je vous répète, le Senjusho en a 9, n'est-ce pas, et en 2 livres, un livre pour les femmes, un livre pour les hommes, un livre pour les femmes. Évidemment, c'est à cause de la personne à qui s'adressait le texte. Et comme nous l'avons rappelé au début de l'année, le compagnon de la vie solitaire, le Kankyo no Tomo, se situe lui-même dans le prolongement d'un ouvrage plus connu, à la fois pour ses mérites littéraires propres comme par son auteur, n'est-ce pas, qui est le Hoshinshu, je rappelle qu'il a été traduit tout récemment en français par Jacqueline Pichot sous le titre des Récits de l'éveil du cœur. Ce Hoshinshu est de Kamo no Chome, qui est mort en 1216. Nous devrions d'ailleurs commémorer aujourd'hui son 9e, est-ce que c'est son 8e centenaire, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose de fait au Japon à ce sujet. Vous savez qu'il est avant tout connu comme l'auteur du Hojoki, qu'on a traduit en français sous le titre de Notes de ma cabane de moine, par exemple. Et ce Hojoki est un livre célèbre de la littérature, ce qu'on pourrait appeler la littérature de retraite du monde, la littérature érémitique japonaise, le Inja Bungaku. Mais dans le Hojoki, bien que le départ du monde de l'auteur de Kamo no Chome soit justifié dans le corps du texte même, vous savez, par les grandes catastrophes qui ont frappé Kyoto à son époque, c'est-à-dire le tremblement de terre, le typhon, l'inondation, la maladie, l'incendie. Tout cela est arrivé au cours de quelques années et sont les raisons qui ont fait prendre à Kamo no Chome conscience du mujo, n'est-ce pas, de l'impermanence, et le font aller dans la vie solitaire. Il y a des thèmes tout à fait religieux, puisqu'à la fin du Hojoki, il dit bien qu'il passe l'essentiel de son temps à la pratique religieuse. Et si vous vous souvenez, il a avec lui un nombre minimum d'instruments et de livres. Les 2 livres qu'il mentionne expressément, c'est le Sutra du Lotus d'un côté et le Hojo Yoshu, c'est-à-dire l'essentiel pour la bonne renaissance dans la terre pure, de Genshin de l'autre. Le Genshin qui apparaît plusieurs fois dans le Senjusho. Et puis, en plus, des poèmes, dit-il, sans préciser ce que c'est. On peut penser qu'il s'agit soit d'une anthologie
soit d'une des anthologies officielles, soit de quelque chose on peut s'imaginer que, par exemple, il aurait pris à sa place, j'aurais pris le recueil que Teike avait fait des meilleurs poèmes des 8 premières anthologies, n'est-ce pas? Mais donc c'est dans le Hojoki, ce n'est pas à proprement parler un texte bouddhique, alors que le Hoshinshu, qui semble avoir été écrit après le Hojoki, du même auteur, donc qui, littéralement, ce sont les recueils concernant la production, le déploiement de la pensée d'éveil, c'est Hotsubo Daishin, c'est-à-dire, qui ne veut pas dire atteindre l'éveil bouddhique, je le répète, c'est déployer l'intention de se consacrer à la voie bouddhique. Et là, dans le Kamo no Chome, fait un recueil d'anecdotes édifiantes, ce sont bien les Setsuba, qui concernent des moines antérieurs à lui, n'est-ce pas, et des moines, des moines et des personnages laïcs, la raison pour laquelle des personnages laïcs sont entrés dans la vie bouddhique, ce sont des histoires séparées qui servent bien sûr d'exemple à tout cela. Tous ces Setsubashu ont pour nature d'être des exemples. C'est pour ça que les traduire par exempla, ce serait tout à fait intéressant. Et exemple avant tout pour celui qui recueille ces histoires et qui ensuite les fait circuler, mais sont avant tout des recueils personnels. Alors, à cause de cela, le Hoshinshu est très différent du Hojoki. Le Hojoki est beaucoup plus personnel de ton. Le Hoshinshu est un recueil historico-édifiant. Et il y a des poèmes dedans, mais les poèmes n'y jouent pas un rôle fondamental. Et en tout cas, pour autant qu'on puisse en juger, ne jouent pas un rôle religieux décisif, ce qui n'est pas du tout le cas du Senjusho. Il convient aussi de relever que le Hoshinshu, donc le prédécesseur lointain du Senjusho, contient parle bien sûr du Shinto, mais dans les 2 derniers livres seulement. Et les 6 premiers, je crois qu'il y a 8 livres, sont consacrés entièrement à des thèmes bouddhiques. L'interpénétration du Shinto et du bouddhisme est beaucoup plus légère. Et d'ailleurs, le contraste entre les premiers livres et les derniers est si grand que les spécialistes estiment que les 2 derniers livres sont des ajouts posthumes, seraient apocryphes, et pas du tout l'œuvre de Kamo no Chome. Là aussi, c'est un point très différent du Senjusho, bien sûr. J'ajoute que dans le Kankyo no Tomo aussi, la place du Shinto est pratiquement absente. Les divinités Shinto ne sont pratiquement pas visibles. Ce sont avant tout des personnages bouddhiques orthodoxes. J'ajoute aussi que dans le Kankyo no Tomo, la relation avec le bouddhisme chinois comme modèle est bien plus importante que dans le Senjusho. Là aussi, on est dans un milieu beaucoup plus orthodoxe. D'ailleurs, il serait intéressant de savoir quand s'est fait cet ajout posthume des livres Shinto au Hoshinsho, parce que si l'on considère donc que Kamo no Chome est mort en 1216, si ces ajouts posthumes ont lieu quelques dizaines d'années plus tard, enfin en tout cas dans la période entre 1220 et 1250, nous sommes en plein dans la période qui a vu l'apparition, la compilation du Senjusho. Et donc nous sommes dans la même atmosphère, ce serait le produit de la même atmosphère, d'une sorte d'intensification du rôle des divinités japonaises dans la pratique bouddhique. Il y a ensuite un 3e texte auquel nous avons fait très brièvement allusion seulement, c'est le Hobutsushu de Taira no Yasuyori, qui date de la fin du XIIe siècle, lui aussi, et littéralement le recueil
le recueil des choses concernant, le recueil des choses précieuses, du trésor, sous-entendu, de la loi, qui est un livre beaucoup moins structuré, mais qui a ceci d'intéressant pour notre Senjusho, que les poèmes bouddhiques, les poèmes japonais, ils jouent un rôle très important dans cette narration bouddhique aussi. Et le Hobutsushu a aussi servi de conservatoire, de collection de poèmes et d'anecdotes bouddhiques pour la suite. Mais il n'est, semble-t-il, cité que très peu de fois dans le Hojoki. J'en ai trouvé qu'une citation explicite pour l'instant. Il doit y en avoir plusieurs autres, sans doute, qui m'ont échappé, mais ce n'est pas du tout comparable à ce que l'on voit dans les autres. J'ajoute évidemment qu'il y a beaucoup de personnages qui sont traités dans les trois recueils ensemble. On en verra un exemple tout à l'heure. Le Senjusho, lui, a ceci de commun avec le Hoshinshu, qu'il est centré sur la pratique religieuse. Et la pratique religieuse telle qu'elle est apparue exemplaire aux yeux du compilateur ou de l'auteur. Toutes les anecdotes, dont nous l'avons dit, sont censées être des exemples, des tameshi, de mener à bien de l'ascèse bouddhique, dans les différents aspects qu'elle peut prendre. Mais le Senjusho a une particularité qui le distingue non seulement des trois ouvrages qui ont pu lui servir de source, que nous venons de voir, mais qui le distingue même dans l'absolu parmi la littérature bouddhique de Setsuba. Il est en effet présenté comme le recueil des réminiscences, presque comme un mémoire, un aide-mémoire de la pratique de son auteur, ou plutôt de son pseudo-auteur, qui est le moine et poète japonais Saigyo. Je répète qu'il est né en 1118 et qu'il est mort en 1190. Il est bien sûr considéré comme l'un des plus grands poètes japonais et il est sans doute encore maintenant le plus connu du grand public comme poète individuel. Si l'on demande j'ai souvent fait le test malheureusement, à des étudiants français ou étrangers de japonais, quels sont les grands poètes japonais que vous connaissez, bien souvent, les étudiants spécialisés dans la littérature ou la culture moderne ont très peu de noms à fournir. En général, ça s'arrête à Matsuo Basho, n'est-ce pas? Mais Basho est bien sûr un poète très tardif, et surtout, il est dans un autre univers poétique que le waka, puisque c'est le haïku. Mais Saigyo et Basho sont encore maintenant au Japon considérés comme les deux grands noms de la poésie japonaise. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que l'on cite les deux ensemble, puisque, comme vous le savez, Basho a en quelque sorte mis ses pas dans les pas de Saigyo lorsqu'il a fait son œuvre poétique la plus célèbre, qui a été traduite par René Siffert, je crois, sous le titre de La Sente étroite du bout du monde, le Okun Hosomichi, qui est un court récit de voyage poétique et qui est conçu comme un pèlerinage poétique, pas religieux bien sûr, au site célébré par Saigyo. Nous savons relativement peu de choses sur la vie de Saigyo. Il était issu d'une lignée guerrière. Son père avait assuré des fonctions importantes qui cumulaient en quelque sorte celles de préfet de police et de juge d'instruction pour faire une analogie bien sûr boiteuse avec l'époque moderne. Il avait été à l'âge de 18 ans admis dans la garde personnelle de l'empereur retiré Toba, et c'est 5 années plus tard, en 1140, il avait donc 22 ans. Ces précisions sont intéressantes parce que si on les rapporte à ce qui est dit dans le Senjusho, qui se veut plus ou moins autobiographique, on voit que la chronologie est tout à fait démantelée et qu'elle n'a plus aucun sens. Donc, si l'on a ces quelques dates en tête, on s'aperçoit qu'il faut traiter avec beaucoup de dégagement ce qui est donné dans le Senjusho de la vie de Saigyo. Donc, il entra en religion sans qu'on sache exactement pourquoi. Son nom religieux, nous l'avons vu, c'était Enyi, mais il est connu de ses contemporains, en tout cas à la fin de sa vie, comme de la postérité, sous l'appellation de Saigyo Hoshi, le maître de loi Saigyo.
Nous ne savons pas exactement dans quelle école il fut admis. Je l'ai dit tout au début, et ça a été confirmé dans notre lecture, n'est-ce pas? Puisque si certains penchent avec de bons arguments pour l'école ésotérique Shingon, et il est vrai, nous l'avons vu, qu'il y a un grand nombre d'anecdotes qui se rapportent au Shingon et surtout au mont Koya, qui est là, je pense que c'est certainement l'endroit qui est le plus fréquemment cité dans le Senjusho pour sa pratique, dans la pratique de Saigyo. Et vous vous souvenez qu'à plusieurs reprises, même un nombre de fois trop important pour qu'il soit vraisemblable, Saigyo nous dit qu'il a incinéré tel ou tel ermite mort en état de sainteté et qu'il en a porté les cendres au mont Koya, ce qui est en quelque sorte les premiers exemples de la passion qu'ont les Japonais pour se faire enterrer au mont Koya, comme le savent tous ceux qui sont allés visiter le cimetière. Et donc, dans ce sens, il est bien sûr, l'école ésotérique Shingon joue un grand rôle dans sa pensée, mais on n'oubliera pas que son nom courant, le nom de Saigyo, signifie pratique menant à la terre de l'Ouest, c'est-à-dire à la terre d'Amida. Et la terre pure joue le rôle. Alors, si géographiquement le Koya tient la première place dans le Senjusho, du point de vue de la thématique religieuse, c'est la bonne renaissance, le Hojo, dans la terre pure, qui est de loin la préoccupation la plus importante. Nous avons vu d'ailleurs ce curieux détail qui est à approfondir, mais qui est très intéressant, c'est que la terre pure n'est pas forcément celle d'Amida. Ça peut être la terre pure de Miroku Bosatsu, de Maitreya. Et il y a une sorte d'équivalence des deux qui apparaît très tôt dans le bouddhisme japonais, puisqu'on en a des traces dès l'époque de Nara. C'est-à-dire que la terre pure de Maitreya, de Miroku Bosatsu, était peut-être plus importante dans certaines écoles, comme l'école Hosso à l'époque de Nara, et puis elle a été dépassée en quelque sorte par celle d'Amida. Il y a une sorte de course de terre pure, course à la terre pure, mais bien sûr, comme il arrive toujours au Japon avec la logique de la dialectique, n'est-ce pas, qui est le etsu, l'intégration des contraires, on en est venu à l'idée selon laquelle les deux terres pures étaient la même chose. Mais si l'on peut en croire quelques remarques autobiographiques, entre guillemets, qui sont disséminées dans le Senjusho, et alors là, évidemment, quel est le crédit qu'on peut leur accorder? C'est toute la question. Je me dis que si l'on admet que ce texte a été fait entre 50 et 60 ans après la mort de Saigyo, il y a quand même beaucoup de choses qui sont connues encore de la tradition orale. Et s'il y avait des éléments qui étaient contraires à la réalité historique, eh bien, le compilateur aurait un peu hésité à les mettre. Or, il y a des notes très précises dans le Senjusho, attribuées, lorsqu'elles sont attribuées au pinceau même de Saigyo, qui disent qu'il a fait son noviciat, qu'il est entré dans la voie bouddhique au mont Hiei, donc dans l'école Tendai, donc à l'Enryakuji de Kyoto, de Heiankyo. C'est quelque chose que l'on ne peut pas traiter à la légère. Si bien, on voit en tout cas qu'il y a la présence du Shingon, de la terre pure et du Tendai sont très manifestes dans le recueil. J'ajouterai deux autres éléments qui doivent aussi qui ont attiré notre attention. C'est les doctrines de l'école Hosso, le Hossoshu, donc l'une des grandes écoles de Nara. On les a vus mentionnées à plusieurs reprises, notamment dans leur aspect le plus métaphysique, qui est le rien que conscience, c'est pas les idées sur le rien que conscience, le yushiki,
et cela se retrouve dans plusieurs endroits disséminés. C'est là aussi un élément de fond que l'on ne peut pas écarter. Et il y a aussi un dernier élément bouddhique, le zazen, n'est-ce pas, le zazen, la méditation assise, qui, à l'époque de la compilation vraisemblable du Senjusho, vous savez que le grand promoteur du zazen au Japon, c'est bien sûr Dogen, qui est mort en 1250 ou 52, c'est-à-dire que c'est pratiquement parallèle. Donc, le zazen est mentionné plusieurs fois aussi dans le Senjusho. On voit qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être étudié tout seul. Il y a dans le Senjusho une sorte de passage en revue des différentes grands courants du bouddhisme de l'époque de Kamakura. Et évidemment, c'est d'autant plus intéressant que c'est centré sur une personne, sur Saigyo lui-même, qui les a en quelque sorte vécu de l'intérieur. Donc, on peut penser que, comme beaucoup de moines japonais, il est entré dans le Tendai. Et on pourrait peut-être paraphraser l'adage, j'espère, le Tendai Menatu, à condition d'en sortir, comme beaucoup de religieux du XIIIe siècle. Vous savez que la plupart des grands religieux qui ont fait ce qu'on appelait ce qu'on appelle plus maintenant, mais le renouveau bouddhique de Kamakura, étaient issus du Tendai. Saigyo n'échappe pas à la règle. Mais il est sûr que, de toute façon, sa pratique était assez éclectique. En tout cas, une fois entré dans les ordres, comme je le disais, il s'est empressé d'en sortir en quelque sorte, puisqu'il commença une vie d'errance qui le mena dans nombre de lieux saints du Japon, au sanctuaire d'Issé, aux collines de Yoshino, au mont Koya, à Kumano, etc., etc. C'est une vie de pérégrination ces pérégrinations qui se trouvèrent intimement liées à sa poésie, bien sûr. Et pour ce qui est de sa poésie même, nous avons la chance d'avoir un grand nombre de ses poèmes qui nous soient parvenus, à la fois dans les anthologies et dans des recueils individuels. On se rappelle qu'il est le poète le mieux représenté du Shin-Kokin Wakashu, n'est-ce pas, tout début du XIIIe siècle, avec 94 poèmes retenus. Et nous avons en plus son recueil personnel, le Sankashu, recueil d'une maison dans les montagnes. Et le titre est très intéressant puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une allusion directe à l'une des rubriques du Wakan Roeshu, dont nous allons voir l'importance qu'il a quand même dans ce Senjusho, dont nous avons vu, et c'est importance que nous avons vu et que je vais répéter ici pour ce dernier cours. Donc, en plus des 1550 poèmes du Sankashu, il y en a encore plus de 260 consignés dans un ouvrage intitulé Kikigakishu, ou recueil de poèmes pris par écrit, sitôt entendu. Cela fait un corpus poétique en tout, il y a d'autres séries, n'est-ce pas, dont nous n'avons pas parlé ici. Ça fait un corpus poétique de plus de 2100 poèmes où l'inspiration bouddhique est prépondérante. Nous avons lu, vous vous en souvenez, quelques-uns des poèmes dont l'attribution à Saigyo n'est pas contestée, afin d'avoir une idée du sentiment religieux qui l'anime. Nous ne sommes pas surpris d'y retrouver la prépondérance de la théorie de l'assimilation des entités bouddhiques aux divinités traditionnelles japonaises, le Shimbutsu Shugo, dont le moteur poétique, pour ainsi dire, est la conception des dieux japonais comme des traces descendues des bases originelles, le Honji Suijaku. Ce sont des idées bien connues, déjà longuement traitées les années précédentes, précisément parce qu'elles sont le support de la valorisation renouvelée de la poésie de langue japonaise. Le sanctuaire Shinto d'Issé joue évidemment un grand rôle dans ces poèmes où Shinto, le chemin des dieux, et bouddhisme se trouvent réunis. Je vous redonne ce poème que nous avions déjà lu, n'est-ce pas, mais donc Kamijiyama, Tsukisayaka naru chikayarite, Ama no shita oba terasu narikeri. Ame no shita oba, oui, enfin, on peut lire les deux, mais là, on dit Ame no shita oba terasu narikeri. Au mont du chemin des dieux,
la lune radieuse sait par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. On répète, n'est-ce pas? Au mont du chemin des dieux, c'est évidemment le Shinto, la lune radieuse sait par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. C'est un poème infiniment subtil, sur lequel nous ne reviendrons pas, qui parvient à faire passer l'idée du pacte entre la déesse Amaterasu et son frère, le dieu de la lune, Tsukuyomi no Mikoto, en même temps que la relation entre la déesse solaire et le Bouddha Dainichi. Nous avons vu également le couple de poèmes constitué en ce que je pourrais traduire par un autoconcours, n'est-ce pas, Jika Awase, ou un peu comme les joueurs d'échecs qui jouent contre eux-mêmes. Là, ce sont les poètes qui font des concours poétiques contre eux-mêmes. Et ensuite, on va porter son recueil de poèmes à un ami connaisseur qui départagera les deux, n'est-ce pas, le Mr. Jekyll, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que constitue la partie gauche et la partie droite de ce concours poétique. Et il y a ce double poème, ce couple de poèmes très intéressant, donc, qui est consacré à deux chapelles, à deux sanctuaires du complexe religieux de Issei, encore une fois. Le premier est sur le Sakura no Miya, ou la chapelle du cerisier, qui est aussi appelée chapelle du miroir, Kagami no Miya, et qui commémore le miroir disposé par les dieux devant la porte de la grotte où s'était enfermé Amaterasu. Je n'y reviens pas, simplement je vous rappelle ces poèmes pour vous donner une idée de la religiosité, comme on dirait, de Saiyo. Donc, si le premier poème célèbre le vent des dieux, posant en quelque sorte la scène concrète, Kamikaze ni kokoro yasukuzo makasetsuru, sakura no miya no hana no sakari o. Au vent des dieux, le cœur en paix, nous les avons confiés, du sanctuaire des cerisiers, les fleurs en leur splendeur. Au vent des dieux, le cœur en paix, nous les avons confiés. Évidemment, ce sont à la fois les fleurs qui sont confiées et le cœur. Vous comprenez bien l'ambivalence des relations grammaticales. Donc nous avons confié du sanctuaire des cerisiers les fleurs en leur splendeur. Le second poème, lui, donc, qui est fait par Saiyo aussi en réaction en réponse au premier poème, donc Sayakanaru washi no takane no kumoi yori kage yawaraguru tsukuyomi no mori. Alors, oui, il faut lire mori ici. Clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit son reflet au bois de Tsukuyomi. Clair et radieux du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit son reflet au bois de Tsukuyomi. Nous avons, comme dans le premier poème sur le chemin des dieux, un jeu entre soleil et lune, avec la claire allusion à la théorie de l'assimilation, n'est-ce pas, qu'est le vers Kage Yawaragu, n'est-ce pas, il adoucit sa lumière, ici son reflet. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Nous avons aussi trouvé dans le poème suivant Aratanaru kumano mode no shirushi oba kori no kori ni ubeki narikeni. Je n'insiste pas sur l'emploi étrange du mot kori, qui est un mot sino-japonais qui devrait être proscrit, mais il se peut qu'il y ait un jeu de mots sur le fait de koriru, n'est-ce pas, c'est-à-dire s'entraîner à faire quelque chose. Donc, kori qui signifie en pratique se débarrasser des impuretés. Donc la pratique ascétique est probablement à prendre ici au sens japonais. Donc la traduction serait un signe certain de l'efficacité. C'est une traduction très pédestre, mais c'est pour vous donner le sens. Un signe certain de l'efficacité du pèlerinage de Kumano, vous l'obtiendrez dans l'eau glaciale de purification. C'est donc une évocation de ce que devait être la pratique de Saiyo au cours de ses pérégrinations incessantes, avec l'insistance sur le signe concret et miraculeux de l'efficacité de la pratique, le shirushi, que notre moine poète ira chercher d'ailleurs, ce shirushi, auprès des grands adeptes aux quatre coins du Japon, ce qui est la matière du Senjusho.
Enfin, un dernier poème nous donnera une idée plus claire encore de l'importance pour Saigyo de l'identification des dieux au Bouddha, et qui est l'un des poèmes sans doute fondateurs de l'intention qui a présidé à la compilation du Senjusho. Voici ce poème qui est tiré du Sankashu, le 1223 du Sankashu. Sakakibani, kokoro o kaken, yushidete, omoeba kami mo hotoke narikere. Le mot yu, ce sont les banderoles, n'est-ce pas? Et vous voyez le verbe shizu, après, veut dire abaisser. Il s'écrit souvent avec le même caractère que taru, tarete, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc c'est le caractère sui que vous avez dans suijaku. Alors, je vous donne cette traduction. J'attacherai mon cœur aux feuilles de sakaki et, abaissant les banderoles, en mes pensées, Omoeba, les dieux ne seront que Bouddha. Ce poème a été composé au sanctuaire d'Issé, nous dit-on. La mention des feuilles de sakaki, la plante traditionnelle des rites shinto, que l'on trouve le plus souvent évoquée dans les poèmes dits Kagura no Uta, les poèmes de divertissement divin, dont la caractéristique était, nous l'avons vu, qu'ils ne comportent pas du tout d'allusion au bouddhisme. Donc il se trouve ici, on ne peut plus étroitement associer au Bouddha. Les locutions telles que attacher son cœur, kokoro o kaku, c'est-à-dire kakeru en langue moderne, se retrouvent dans des poèmes bouddhiques pour exprimer la concentration de la pensée sur un objet, de verbe que le mot homo, le verbe homo, n'est-ce pas? Vous voyez bien qu'ici, c'est une allusion aux pratiques de méditation. Ce poème constitue donc la meilleure des introductions à l'esprit qui préside au Senjusho et doit nous montrer que pour extravagant que soit ce recueil en ce qui concerne les données biographiques et historiques qu'il manipule très librement, il se fonde sur des traits indubitables de la religiosité de Saigyo, qui était certainement connu au Japon à l'époque. Le Senjusho, on l'a vu, est composé de 9 livres, représentant en tout 121 épisodes, ayant trait à la vie exemplaire de moines qui ont inspiré Saigyo, ou à des événements de la pratique de notre poète, tels qu'il l'a mis en œuvre au cours de ses pèlerinages. L'ouvrage étant censé être de la main de Saigyo, il est précédé d'une préface et suivi d'une postface rédigée par lui. La postface nous donnant la date de 1183 comme date de la rédaction. Et nous avons 2 dates ensuite supplémentaires qui sont les dates des copies du texte, n'est-ce pas, 1315 et 1459. Date qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Donc nous avons 1315, un terminus ad quem qui ferait que n'est pas plus tardif, mais bien sûr la date des environs de 1250 est tout à fait vraisemblable. Nous ne la mettons pas en doute. Alors nous n'avons pas à nous attarder en revanche sur l'invraisemblance de la date donnée ici, de 1183. Dans la préface, Saigyo s'attribue l'âge de 40 ans passés, alors qu'il avait 65 ans environ en 1183. Et dans l'un des épisodes du recueil, vous vous en souvenez peut-être, il est indiqué qu'il a 60 ans lors de l'événement rapporté. Cela n'est que l'un des effets de la complète indifférence du compilateur à l'égard de la chronologie. Le recueil, en effet, met souvent en scène, ensemble, des personnages historiques séparés en réalité par plusieurs siècles, de la même façon qu'il redistribue des poèmes célèbres, bien attestés par ailleurs, en les attribuant à des auteurs invraisemblables ou imaginaires. Ces déplacements sont faits si régulièrement et avec tant d'exagération que l'on ne peut y voir qu'une volonté délibérée du compilateur de placer ces récits dans une dimension où seule compte la logique narrative, sans aucune portée historique ou biographique. La préface, en tout cas, nous donne 2 indications intéressantes. Elle explique tout d'abord le titre, le préfacier indiquant qu'il a fait un dossier Shō en recueillant par écrit Kakiatsumu, n'est-ce pas, ce qui équivaut à Shu, les paroles qu'il a cherchées ou choisies, Erabi Motomu, c'est le premier caractère Sen, donc Senju Shō, dans les traces des écrits des sages anciens et modernes. C'est donc le dossier des paroles choisies et recueillies. Le terme de Shō, dossier, désigne le plus souvent un recueil constitué d'extraits de plusieurs textes,
commenté ou non, constitué dans un but didactique personnel ou à l'intérieur d'un cercle d'enseignement. Il n'est de ce point de vue pas invraisemblable qu'il ait effectivement existé un tel recueil fait de la main de Saigyo lui-même, un assemblage de thèmes scripturaires par exemple. Nous avons vu très souvent dans le Senjusho que le Saigyo demande ou se voit demander, ou dans des narrations où il n'intervient pas, un protagoniste demande à un autre un homon, littéralement un texte de loi, c'est-à-dire un texte le plus souvent transcrit d'un sutra ou bien d'un grand traité qui est censé contenir un enseignement précieux pour la pratique. Donc, ce serait tout à fait vraisemblable qu'il y ait un assemblage de textes scripturaires que Saigyo aurait emporté partout avec lui. Mais ce n'est certainement pas le texte que nous avons à présent sous les yeux, d'autant plus que la préface même, qui est forcément apocryphe, précise que le recueil comprend 9 livres, ce qui correspond à l'état actuel, mais 80 épisodes seulement, alors qu'il y en a 120 ou 121 dans la plus grande partie des versions, bien qu'il y ait quelques-unes soient abrégées. La préface se termine sur une phrase. La préface se termine sur une phrase importante pour notre enquête. Je la cite, n'est-ce pas ? De la sorte, afin de pouvoir m'en remettre tout entier à leur aide occulte, Myojo, j'ai consigné en chaque livre les actes onkoto des divinités Shimmei. C'est un fragment que nous avons vu, n'est-ce pas ? Le terme d'aide occulte, Myojo, désigne l'aide mystérieuse, de prime abord indiscernable aux yeux des humains, que les êtres naturels accordent aux pratiquants. Ici, il s'agit clairement non pas des Bouddhas et Bodhisattvas, mais des dieux japonais qui se manifestent de façon variée à travers les récits. Shimmei veut dire bien sûr les dieux japonais. En symétrie de la préface, nous avons une postface qui donne la date, dont le ton est beaucoup plus bouddhique. On y trouve notamment la phrase « Ayant consigné par écrit les traces des anciens sages qui furent transmises de loin ou m'ont été apportées oralement de près, ainsi que les actes de personnages extraordinaires parmi ceux que j'ai rencontrés, j'en ai fait soit l'objet de mes aspirations, soit mes compagnons de la vie solitaire, et les ai consignés en 9 livres. » Donc vous avez tous compris, l'expression « compagnon de la vie solitaire », Kankyo no Tomo, qui d'ailleurs paraphrase le terme Chishiki, ami de bien de la préface, c'est bien sûr une allusion directe au recueil de Keisei dont nous avons parlé plus haut. Et le compilateur se situe bien expressément dans cette tradition, pourtant nous avons vu à quel point il en diffère. Rappelons aussi que la préface a ceci d'intéressant, qu'elle ne parle pas des dieux japonais, mais mentionne en revanche le moine coréen du royaume de Shilla, donc Shillagi, n'est-ce pas, Wonyo, Gangyo, prononcé Gangyo en japonais, et dans les traditions des manuscrits du Senjusho, on donne souvent la lecture Gengyo, mais la lecture courante est Gangyo. C'est une citation que je vous donne ici, qui est reprise du Kankyo no Tomo, ce qui accentue encore davantage le lien entre le Senjusho et le texte. Bon, ce n'est pas... enfin, ça donne une certaine idée quand même de l'intentionnalité, en quelque sorte, de ce recueil. Tasa jiju no kotowari nashi to iedomo, engi nanji no chikara ari. Bien qu'il y ait comme kotowari, c'est-à-dire précepte doctrinal, comme principe approuvé de la doctrine bouddhique, tasa jiju, donc bien qu'il n'existe pas dans la doctrine bouddhique le principe selon lequel tasa jiju, les actes d'autrui sont supportés, reçus par soi-même, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici c'est une position tout à fait très orthodoxe sur laquelle le transfert des mérites ne peut pas se faire dans le sens normal, c'est-à-dire que celui qui fait quelque chose, pratique toujours pour lui, son karma, il se fait son karma et il ne peut pas transférer son karma. C'est le sens que ça a ici. Vous pouvez faire bien sûr exercer des bienfaits à l'égard d'autrui, mais le karma qui sera traité, si vous faites un bienfait, ce n'est pas autrui qui va en profiter pour son karma.
sauf si c'est le don de la loi, c'est vous-même qui en profiterez. Donc vous voyez, ce tassa jiju no kotowari nashi est tout à fait orthodoxe. Alors bien qu'il y ait ce principe selon lequel quelqu'un ne peut pas recevoir pour lui les œuvres d'autrui, les actions d'autrui, engi nanji no chikara ari, il y a malgré tout le pouvoir, la puissance nanji, inconcevable, difficilement concevable, des engi, c'est-à-dire des liens de causalité. Et cela accentue l'idée du chishiki et du kankyo no tomo, n'est-ce pas, du camarade, du soutien, du compagnon, qui, par sa présence, crée des liens qui vont finir en une bonne malgré tout, en une bonne destinée. Donc, nous l'avons dit, le Senjusho se différencie radicalement pourtant de son prédécesseur immédiat par plusieurs particularités. Tout d'abord, il se veut unifié par le caractère défini du narrateur. Tout est centré sur la pratique religieuse de Saigyo, et même les narrations concernant des personnages qui ont vécu bien avant son époque sont commentées par lui-même à chaque fois. Ce sont des commentaires personnels, enfin qui se veulent personnels bien sûr, il faut parler du pseudo-Saigyo, du point de vue de ce qu'il peut en tirer comme exemple pour sa propre ascèse. Un nombre appréciable d'épisodes sont aussi relatés à la première personne, enfin l'équivalent de la première personne. Les auxiliaires d'humilité indiquent bien que c'est quelqu'un qui parle, ce qui représente un trait remarquable dans l'historiographie bouddhique. Rares sont les textes longs, en effet, dans le bouddhisme japonais, bien que l'on ait de nombreux fragments autobiographiques dans les préfaces, par exemple. Le plus célèbre et l'un des premiers, c'est évidemment la préface du Sango Shiki de Kukai, n'est-ce pas, donc de la convergence des trois enseignements que Kukai aurait fait. Il en a fait deux versions. La première version est datable de 797, je crois, si je me souviens sont exacts. La version suivante est postérieure à son retour de Chine, donc quelque part entre. Il est rentré de Chine en 805, n'est-ce pas, il est allé en Chine autour de 805, donc autour de 810, il est resté très peu de temps. Je crois même qu'il est rentré pratiquement la même année. Et donc la réécriture du Sango Shiki a été faite dans les années 810-820, mais le fragment autobiographique qui précède est de la première version. Donc ces fragments autobiographiques sont très nombreux. Mais ici, nous avons un texte entièrement, enfin qui est posé comme entièrement autobiographique. Et c'est cette caractéristique qui explique en grande partie le succès du Senjusho, qui a été très lu au Japon, notamment à l'époque d'Edo, avant que la critique moderne ne vienne en révéler la nature d'apocryphe. Le ton est toujours très personnel, et lorsque les épisodes se rapportent effectivement à Saigyo, lorsqu'ils ont été décrits comme ayant été vécus par l'auteur lui-même, les qualités narratives en sont indiscutables. En raison de l'abondance de la matière, nous n'avons pu aborder qu'une partie des 9 livres, lesquels comprennent généralement entre 8 et 15 épisodes. Et l'intérieur même de chaque livre, il n'a été guère possible de résumer ou de situer un peu plus intensément. Il a été, on n'a fait que résumer une poignée d'histoires. Cela nous a cependant permis de faire quelques découvertes intéressantes qui nous mèneront à une conclusion provisoire. D'emblée, dans ce livre, dans le Senjusho, l'accent est mis sur l'action des dieux. Cela se voit dès le premier épisode du premier livre, emblématique en ce que l'on peut le comparer à une version antérieure du Hoshinshu qui met en scène le même protagoniste, un moine de l'école Tendai du nom de Soga. Alors que la version ancienne décrit la pratique de ce moine comme s'effectuant, pour ainsi dire, régulièrement dans le cadre du bouddhisme traditionnel, le Senjusho le décrit comme insatisfait des pratiques du Tendai, jugeant qu'il n'a pas réussi à déployer la véritable pensée d'éveil. Et c'est là que notre recueil fait un écart considérable de la ligne de ses prédécesseurs en décrivant Soga se rendant au sanctuaire d'Issé, que l'on pourrait qualifier de haut lieu du non-bouddhisme, puisque vous savez, le bouddhisme est proscrit à Issé, afin d'implorer par ses prières l'obtention de cette pensée. Il a la bonne fortune d'obtenir une révélation divine, Jigen, qui lui enjoint de renoncer au corps, ce que le moine comprend dans l'acception possible de conditions sociales.
Il s'empresse d'exécuter de façon radicale ce rejet du nom et du lucre, Myōri, en se dévêtant entièrement et en allant nu de par les rues. Dès le premier épisode, donc, la tradition narrative dans laquelle s'était explicitement situé le compilateur est bouleversée par l'intrusion des divinités japonaises qui se font ici médiatrices de la loi bouddhique et de ses pratiques. Cette déviation, et l'on peut même parler de détournement, est plus éclatante encore dans le quatrième épisode, intitulé L'impératrice de la 7e avenue, Shichijo Kogo, dont le prétexte est la mort en 907 d'une concubine impériale qui fut mère de l'empereur Daigo, mort à propos de laquelle la grande poétesse Issei fit l'un des chefs-d'œuvre de la poésie japonaise, dans un genre qui ne fut malheureusement presque plus cultivé à l'âge classique, ce qu'on appelle le poème long, n'est-ce pas, Chōka ou Nagaota. Redonnons-lui ici très rapidement pour sa beauté, n'est-ce pas? En ce palais qui tombe en ruine, auprès des flots j'ai passé des années. Telle une pêcheuse d'Issei dont l'esquif est à la dérive, dans le même état d'esprit, je n'ai où aborder. Dans la tristesse, la couleur pourpre de nos larmes sont parmi nous ou en nous comme froides ondées. Érables d'automne, les gens du palais se dispersent à leur tour, finissent par se séparer, sans ombre à laquelle s'en remettre. Tout est fini. Pour elle qui demeure, les miscantes en fleurs, au jardin où la souveraine n'est plus, se dressent en grappe et appellent vers le ciel, où les miscantes en fleurs se dressent en grappe et appellent vers le ciel, où les premières oies sauvages qui passent en criant ne les regardent pas. Certes, avec le vers Issei-no-hama, Issei-no-hama-mo, n'est-ce pas, que vous avez à la fin de la deuxième ligne, qui peut signifier soit la pêcheuse ou la plongeuse de Issei, soit la religieuse d'Issei, la poétesse qui entra fort tard dans la vie religieuse, un an avant sa mort, aurait pu avoir, et bien après la mort de cette concubine impériale, puisqu'elle est morte en 38, et ici ça se situe, je crois, autour de 907, elle aurait pu avoir la prémonition de son futur état. Mais ici, le narrateur du Senjusho nous décrit l'effet que fit ce poème sur un courtisan de rang fort honorable. Il en fut si ému à l'entendre réciter qu'il se coupa la chevelure, abandonna femme et enfant et entra dans la vie religieuse. Le récit se termine sur une phrase volontairement ambiguë. Et pour réaliser son aspiration, je cite, n'est-ce pas, et pour réaliser son aspiration à la Renaissance, qu'il eut pour premier guide et sauveur nul autre qu'Issei, cela ne peut malgré tout que nous émouvoir. Où Issei peut s'entendre de la poétesse, du sanctuaire et de sa divinité. Ce sont probablement les trois d'ailleurs. Nous retiendrons aussi comme particulièrement représentatif des procédés de l'auteur le 6e livre et son 8e épisode, qui est le sein du guet de Sano, Sano no Watari no Shijiri no Koto, où il déploie au mieux, dans une histoire qui ne compte pas moins de 8 poèmes japonais, la plus abondante en poèmes du recueil, son habileté à reprendre à son compte tout ce qu'il trouve utile à son propos. Dans cet épisode, narré à la première personne par Saigyo lui-même, il se trouve dans la lointaine province de Shinano, dans un endroit plus désert encore que ceux qu'il a l'habitude de fréquenter, et trouve au bout d'un sentier à peine tracé au milieu des fourrés un ermite assis à une table, avec son pinceau et son écritoire. S'ensuit la description étrange d'une sorte d'exposition poético-botanique où 6 fleurs ou plantes d'automne qui ornent l'ermitage sont accompagnées d'une vignette inscrite d'un poème. En réalité, cet ermite, résidant dans la plaine, est le disciple d'un autre qui pratique dans la montagne. Saigyo se rend auprès de celui-ci, qu'il trouve mort, assis en méditation. Il retourne prévenir le premier ermite, qui s'éteint à son tour, non sans que chacun ait composé un poème de la fin. Les 6 poèmes donnés ici comme du pinceau de l'ermite de la plaine, les poèmes botaniques, si j'ose dire, sont en réalité bien connus, trop connus même pour que quiconque se laisse prendre au subterfuge du narrateur. Ils proviennent en réalité d'une série de 20 poèmes sur l'automne, inclus dans une centurie poétique de l'empereur Tsuchimikado, mort en 1231, c'est-à-dire contemporain du texte. Et ils sont absolument dépourvus de toute arrière-pensée bouddhique. Et comme vous le savez, je suis enclin à aller chercher des allusions au bouddhisme les plus encryptées. Dans ces 6 poèmes, il n'y a rien de bouddhique, ou alors vraiment c'est très léger.
il y avait bien lieu sûr de s'interroger sur la raison de ce détournement si effronté qu'il en devenait innocent. Plusieurs indices sur lesquels nous avons passé quelque temps nous ont incité à rapprocher tout cet épisode, où à l'évidence des plantes sont associées au salut, à la bonne renaissance en la terre pure. Donc, les plantes sont associées au salut et à la bonne renaissance en la terre pure. Un poème très célèbre de Jien, n'est-ce pas, toujours et encore Jien, né en 1225, et qui est un contemporain plus âgé de Tsuchimikado, mort en 1231. Et donc nous sommes dans la même époque que le compilateur, encore une fois, qui avait écrit en ces termes l'éveil des plantes. Ada no hanani, kokoro o shimete nagamureba, hotoke no yado ni tomo no miyatsuko. Si l'on regarde en y mettant le cœur, kokoro o shimete, c'est comme tout à l'heure kokoro o kakete, n'est-ce pas, kaken, c'est-à-dire ça indique encore la méditation. Si l'on regarde en y mettant le cœur, la fleur éphémère, elle est pour nous, ou comme nous, servante en la demeure de l'éveillé. La demeure de l'éveillé signifiant ici, bien sûr, la terre pure. Cette idée de l'éveil des plantes, non seulement l'éveil des plantes, mais la renaissance des plantes, prônée également dans les poèmes de Genshin, qui est mort en 1017, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui intervient souvent dans le Senjusho, soit comme moine cité ou comme moine agent. Cette idée est désormais bien répandue à l'époque de Kamakura, et on peut en voir dans cet épisode une très brillante illustration. Mais c'est peut-être dans le livre 8, le plus riche de l'ouvrage en nombre d'épisodes, puisqu'il y en a 35, qu'il convient de chercher l'un des motifs profonds de la composition du recueil. C'est en même temps le livre qui semble le plus éloigné de toute préoccupation religieuse, au point même que l'un des rares épisodes qui fasse intervenir une révélation surnaturelle est le prétexte à la description d'un beau mariage de la poétesse Issei, en contradiction flagrante avec l'épisode du premier livre qui la présentait comme une nonne en devenir. Ce qui est remarquable, c'est que ce livre 8 est en fait centré sur Kinto, ou plus exactement sur la célèbre anthologie qui lui est due, le Wakan Roeishu. Pratiquement tous les épisodes de ce livre, où ils sont singulièrement nombreux, je le répète, 35, contiennent une ou plusieurs citations complètes et manifestes de ce recueil poétique, et une plus grande quantité encore de citations partielles ou cryptées. Nous en retrouvons certes dispersées dans le reste de l'ouvrage, mais nous en avons ici une intrusion si systématique qu'il faut y voir une intention structurante du compilateur. Nous avons tenté de la chercher et nous n'avons pu la trouver que dans la relation langagière dont le Wakan Roeishu donnait l'exemple. Ce livre 8 a en effet la particularité unique dans l'ensemble de l'ouvrage de comporter, en plus des poèmes japonais, 13 ou 14 poèmes de style chinois. Il y a une vingtaine de poèmes japonais. 13 ou 14 poèmes japonais de style chinois, les seuls qui figurent dans l'ouvrage. Il paraît donc logique de penser qu'ils ont ici la même fonction que celle que nous leur avions trouvée dans le Wakan Roeishu. Ils servent, et même de façon fort concrète, ainsi que nous l'avons vu, de préparation à la mise en relief du rôle des waka. Ceux-ci constituent bel et bien, portés qu'ils sont par les divinités shinto-bouddhiques, la vraie expression poétique de la voix de Bouddha. Et ils l'apparaissent encore davantage lorsqu'ils sont mis en regard des poèmes de style chinois. Nous devons avouer que nous ne nous attendions pas à trouver dans le Senjusho une implantation aussi profonde du texte que nous avions étudié l'an passé, malgré les indices mentionnés au début. Il est évident que le Wakan Roeishu doit être considéré à plus d'un titre comme un texte fondateur, et le Senjusho est une excellente illustration de ce fait. Si je peux ajouter un mot, l'an prochain, nous travaillerons sur l'illustre personnage central pour cette époque qu'est Jien, et nous retrouverons au milieu d'un grand lettré, d'un grand scolastique, d'un grand historien aussi, puisque c'est le plus grand historien du Moyen-Âge japonais, des préoccupations dont nous avons déjà défini les grandes lignes au cours de ces 2 dernières années. Je vous remercie pour cette année et du courage que vous avez manifesté en venant jusqu'au bout.
Merci.